Vivre de sa passion du sport automobile, c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire. On a déjà eu la chance d'accueillir sur cette chaîne Tom Corner et dans notre émission Carte Contrôle des pilotes, des copilotes. Eh bien aujourd'hui, on va avoir un autre profil, un ex-pilote. Il est devenu manager et coach d'ailleurs, c'est Benjamin Bailly. Bonjour Benjamin. Bonjour Thomas. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Carte Contrôle. Benjamin, même si tu n'es plus pilote, tu connais le principe. On commence, notamment en karting, la journée par un warm-up. Voilà, parfait, warm-up. Très bien, je vois que tu es directement au taquet. Le warm-up, c'est un peu de te présenter, finalement. Benjamin Bailly, ceux qui ont suivi le sport automobile belge il y a un peu plus de 15 ans maintenant déjà, enfin une quinzaine d'années en tout cas, connaissaient Benjamin Bailly. On le connaît peut-être moins aujourd'hui. Rappelle-nous un peu qui tu es, ton parcours. Bah écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Benjamin Bailly, belge de Saint-Georges-sur-Meuse et ancien pilote professionnel de kart, pilote d'usine. Et j'ai commencé en tant que pilote, après coach et maintenant aujourd'hui je manage des pilotes dans multiples disciplines. Alors parmi les différentes étapes de ton parcours, tu avais notamment gagné le volant du RACB National Team, qui était la fédération belge du sport automobile. Tu avais été le premier lauréat d'ailleurs un an avant Stoffel Van Dorn, si je me souviens bien. Tu as roulé dans ce qu'on appelait à l'époque le championnat FIA Formule 2, qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était monotype avec des moteurs Audi. Tu as roulé en radical, enfin tu as fait pas mal de choses. Et il y a quand même un point commun chez toi, c'est notamment qu'il a toujours manqué les finances pour pouvoir éventuellement aller plus loin. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Bon, tu connais le principe de l'émission, hein, on a des cartes. Enfin, j'espère que tu as préparé. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ouais, j'ai un doute. Le principe, c'est qu'on a des cartes. Je vais te les faire tirer au hasard. On va voir si tu as du carte contrôle. Dans ce cas-ci, c'est parti. Comme tu le vois, je t'ai préparé quelques questions. J'en profite aussi pour remercier tous les partenaires qui nous suivent pour ce superbe projet. En tout cas, c'est un superbe qui me tient très à cœur, en tout cas. Je ne sais pas si c'est superbe, mais l'idée, effectivement, de donner la parole à vraiment des passionnés, à des profils différents et surtout de raconter des histoires humaines. Et je suis sûr que durant les minutes qu'on va passer ensemble, ça va être le cas. Et donc, grâce à nos partenaires, on peut aussi t'inviter à choisir des cartes. Alors, j'ai un éventail ici. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre également en podcast. Donc, Tom Corner, le coin des passionnés. Aujourd'hui, notre invité est Benjamin Bailly. On a oublié de dire ton âge, 35, c'est ça? Oui, 35. 35, déjà, on peut le dire? Oui, pardon. bien sûr. Allez, vas-y, Benjamin. Première carte, Alors. on lance ce carte contrôle. Et donc, tu lis la question tout haut. Alors, ce qui m'amuse le plus dans mon métier. Alors ça, c'est difficile parce que ce qui m'amuse le plus, évidemment, c'est d'être déjà dans un paddock de voiture, ça c'est sûr. Mais ce qui m'amuse le plus, c'est quand je gagne. Donc, Tu gagnes via ton pilote, c'est ça que tu veux dire? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, pour remettre quand même dans le contexte, tu es manager de différents pilotes. Oui, oui. Donc oui, on a aujourd'hui, je travaille déjà, j'espère en tout cas qu'avec des pilotes qui sont talentueux. On fait souvent des périodes d'essai. Après une période d'essai, je décide si on va travailler ensemble ou pas. Et j'ai aujourd'hui Thomas Stroven en F4 chez Campos, il a gagné le championnat Winter Series. On a Vic Stevens il se débrouille très bien en Ligier European Series. Donc Thomas Stroven, c'est le championnat d'Espagne de Formule 4, il est l'un des candidats au titre cette tout à année. fait. Vic Stevens, qui vient du karting, il a gagné les Rotax Grand Final l'an dernier, donc c'est un peu la finale mondiale des Rotax. Ouais. Et puis les Buller aussi, c'est ça qui est la Buller, oui, en Michelin Le Mans Cup, où on a fait 2 premières lignes lors des 2 premiers week-ends. Ils ont pas été malheureusement super chanceux lors des courses, mais je suis sûr que la vitesse est là, donc on est sûr et certain que ça va se concrétiser bientôt. Et donc ce que tu aimes le plus dans ton métier, c'est quand tes pilotes gagnent alors? Je vais dire, c'est tellement de travail que j'ai difficile de prendre vraiment du plaisir durant le process, mais le plaisir, ça vient vraiment au résultat. Quand le travail est récompensé. Quand le travail est récompensé. Allez, parfait. On va noter ça sur ce premier point, cette première question. On passe à la question numéro 2. Alors, la meilleure école pour le sport auto. Ce ne sont pas faciles ces questions, ça commence difficile. Hein, donc, tu trouves? Non, écoute, mais c'est parce qu'il y a tellement de réponses possibles, mais
Toi, tu es passé par le karting. Ouais, La plupart de tes pilotes sont passés par le karting. C'est vrai, écoute, j'ai même pas pensé à ça. J'étais en train de penser plutôt à la voiture. Non, à comment préparer d'une autre manière. Mais oui, le karting, il n'y a pas photo. Là, tu m'as donné un petit tuyau. C'est sûr et certain que, et on en discutait d'ailleurs tout à l'heure. Pas que le karting. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il faut toucher un peu à tout, c'est-à-dire un peu du rallye, un peu, comment on appelle ça, kart cross. Karting, off-road, tu veux dire off-road. Un peu, ouais. Moi, je trouve que je suis un peu aussi là-dessus parce que ça permet d'avoir un feeling, un meilleur feeling. Et après un moment, il faut se concentrer sur une discipline. Mais oui, le kart, ça peut être une bonne réponse. Ouais, c'est sûr, c'est la réponse. Et puis, un autre élément, je sais que tu as été impliqué dans le sim racing, notamment, tu es ambassadeur d'une marque d'ailleurs. Je t'ai vu faire des vidéos d'ailleurs de sim racing pour donner des conseils. Je sais que tu travailles beaucoup sur simulateur avec tes pilotes. C'est quelque chose aussi, est-ce que ça peut être une formation? Est-ce que c'est un complément? Tu vois ça comment aujourd'hui? Pour moi, une formation, c'est sûr, pour des gens qui n'ont pas la technique de base, donc pour apprendre les bases, le freinage, les trajectoires, etc. Ce qui est pour un pilote de kart pas vraiment intéressant parce qu'il apprend tout ça. Le freinage, oui, c'est un peu différent, mais les trajectoires, tout ça, il connaît quand il sort du kart. Mais c'est un super outil. C'est un super outil pour moi pour apprendre les circuits. Et puis après, comme on vient de l'expliquer, pour apprendre la base. Mais à partir du moment où la base est acquise, c'est surtout pour apprendre des nouveaux circuits pour moi. Et là, tu peux aider aussi. Est-ce que, parce qu'on parlait du rôle de manager, j'imagine qu'en tant qu'ancien pilote, tu es peut-être un peu coach aussi. C'est quelque chose que tu fais encore, tu as fait, c'est comment? C'est quelque chose que j'arriverai, je ferai toujours. Même en tant que manager aujourd'hui, mon rôle, c'est plus de placer des pilotes dans des équipes, conseiller les parents, et trouver les bons ingénieurs, les bons mécanos, les équipes, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher de donner des conseils. J'observe de toute façon tout ce qui se passe, donc à tout moment, je peux aider soit de l'ingénieur, soit de le pilote, soit de l'équipe avec mon expérience, avec même mon avis sur certaines choses. Et donc un bon manager, si je reviens à la question, pour former un bon manager qui est un bon enseignant dans l'école du sport auto, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est une question, il y a tellement de choses. On a des qualités différentes et il y a tellement de manières de manager, mais pour moi, c'est placer en premier le pilote dans de bonnes conditions, dans la bonne équipe et de les conseiller correctement. Et après, il y a le côté financier qui reste à trouver aussi au début d'une carrière de pilote. Ça reste quelque chose sur lequel je pense que je dois encore travailler, mais en tout cas, sur le reste, je crois que je suis bien calé. Bon. On passe à la question suivante. On va voir, il y a d'autres points. J'ai failli te relancer, mais je pense qu'il y a tellement de questions qu'on va finir par y passer. On va en finir, c'est ça. Vas-y. Voilà. Alors, ce que j'aimerais changer dans l'évolution de mon sport. Donc, on parle du sport en général, c'est ça? Du sport automobile, en tout cas, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose? Vas-y. Alors, pour moi, c'est le côté politique. Ça, c'est un truc c'est un truc que je déteste. Il y a de plus en plus de... Désolé. T'es très très franc, toi. Hein. Je suis assez direct dans ce que je dis et parfois ça m'a pas toujours aidé. Hein. Et j'en suis aujourd'hui assez conscient, pardon. Mais la politique, c'est quelque chose pour moi, on ne regarde pas assez la performance. Il y a un peu trop désolé, je veux dire, mais de bullshit dans le paddock. Et j'aimerais bien que ça revienne un peu plus à la performance pure. Et tu penses que c'était différent avant? Pour moi, c'est clair, c'était différent avant. Aujourd'hui, ça coûte tellement cher que je comprends aussi qu'il y a tellement d'argent en jeu. Ça reste un business avant tout pour les équipes, même s'ils veulent tous gagner. Une équipe qui ne veut pas gagner, elle ne devrait pas être là. Mais on parle de budget astronomique aujourd'hui. Donc, pour moi, l'évolution des budgets a aussi emmené beaucoup plus de politiques de choix de pilotes qui sont liés à leur portefeuille, pas spécialement à leur talent. Et ça, pour moi, c'est dommage. Après, si tu étais patron d'équipe, tu sais qu'ils doivent aussi payer les mécanos, les déplacements, une équipe et une entreprise, comme tu le disais. Oui, tout à fait. Après, tout le monde doit gagner sa vie, ça, on est d'accord là-dessus, mais je trouve qu'il y a un gap. Il y a un gros gap aujourd'hui entre ce que les équipes peuvent prendre et ce que les équipes peuvent dépenser, et il y a peut-être moyen de gérer ça d'une autre manière. Donc, mais bon, aujourd'hui, je ne gère pas une équipe, donc... Ça pourrait venir un jour? C'est déjà venu sur la table, mais j'étais pas prêt. Peut-être plus tard. On en reparlera peut-être plus tard aussi. Alors, vas-y, on passe à la question suivante. Je sais pas. Ces questions nous emmènent, c'est un peu le principe d'ailleurs de l'émission, elles nous emmènent un peu partout. Le jour qui a changé ma vie. Oh. Alors, j'ai deux... professionnel ou privé? Comme tu veux. Ça peut être les deux. Alors, je vais devenir émotionnel, mais le jour qui a changé ma vie, c'est le jour où j'ai rencontré ma femme.
donc Maiken Rasmussen. Que j'ai connue à la même époque que toi, qui était pilote de karting, en fait, très talentueuse d'ailleurs, je me souviens, elle allait très très vite, en championnat de Belgique notamment. Et donc tu rencontres Maiken, effectivement, et ça a changé ta vie. C'était il y a, je crois qu'on doit remettre dans le contexte, mais c'était il y a plus de 15 ans. 16 ans. Ça va faire 16 ans cette année. Donc écoute, moi, comme tu l'as dit, j'avais quelqu'un de très franc, j'avais un sale caractère, j'ai toujours été rapide, ça j'ai jamais douté, mais le jour où j'ai rencontré ma femme, j'ai compris, après, dans les 16 années suivantes, beaucoup de choses et j'ai beaucoup travaillé sur moi-même grâce à elle. Et je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est surtout grâce à elle. Elle t'a aidé à te développer, à grandir en tant qu'être humain en tout cas. Elle a toujours été supportrice de tout ce que je faisais et a toujours été aussi franche avec moi. Elle m'a dit ce qu'elle pensait, elle ne m'a pas suivi sans réfléchir. Et on a deux personnalités qui sont assez opposées. Et on a réussi à se complémenter. Elle est très calme. Elle est très calme. Moi, je suis surexcité. Moi, je veux toujours faire quelque chose. Et je veux toucher à tout. Et elle, c'est... Bon, donc, elle m'a appris beaucoup de choses. Et je pense qu'à l'inverse, moi aussi, on a eu des moments évidemment un peu plus difficiles, comme tous les couples. Mais aujourd'hui, je veux dire, on est extrêmement heureux ensemble. Et j'espère que ça va durer encore beaucoup d'années. Comme quoi, on le dit souvent, hein, l'entourage d'un pilote, au-delà de ça, ou d'un manager, mais l'entourage de quelqu'un, c'est aussi les gens qui sont autour. Ouais. Et c'est important, évidemment. On passe à la question. Après, vas-y. Le choix le plus difficile de ma vie, ben ça va être très facile. Ça va être le choix où j'ai décidé d'arrêter de piloter. Donc, on se remet dans le contexte. Ouais. Tu as quand même eu une carrière faite vraiment de haut et de bas. Ouais. D'abord, tu es en karting. Moi, je me souviens notamment en Belgique, à Mariembourg, tu fais 5e, je crois, du championnat du monde de karting. Tout à fait, ouais. Tu es le Belge qui monte à ce moment-là. On se dit, bon, ben, peut-être la F1, on peut rêver de plein de choses. Tu passes l'année d'après Formule Renault 2 litres, si je me souviens bien. Et puis, en fait, c'est une année qui est très, très compliquée. Tu roules presque pas. Bah, écoute, on devait faire le championnat de Renault 2.0 avec Thierry Boutsen Racing. Ça avait été annoncé, oui. C'était annoncé avec Olivier Lenné et Olivia Lenné. Et malheureusement, mon sponsor, après le premier meeting à Nogaro, a eu un accident et est décédé. Et on a perdu la majorité de mon budget à l'époque. Et merci à Olivier et Olivia qui ont été très compréhensifs à cette époque. Ils nous ont permis de quitter, de sortir du contrat sans perte d'argent. C'est là que je suis retourné en karting. Ça a été compliqué. Et puis après, tu gagnes le volant. Puis tu es champion. À l'époque, c'était championnat de France. Tout à fait, c'était Formule Académie Eurosérie. C'était un championnat d'Europe à l'époque. En fait, le championnat de France de Formule 4 actuel. C'est l'ancêtre du championnat de France de Formule 4 actuel. Tu passes en Formule 2. Puis ton implication avec le RAC National Team à l'époque s'arrête notamment. Et puis après, à partir de là, c'est difficile. Et donc, quand est-ce que tu décides finalement d'arrêter de rêver au fait d'être pilote et de dire j'arrête ma carrière de pilote? Comme tu l'as dit, je domine en F4, en F2 ça se passe bien, je passe en radical, je gagne tout aussi, mais malheureusement pas d'argent. J'ai perdu mon management en fin 2010, donc les RAC National Team, et je me retrouve un peu livré à moi-même. À l'époque, j'ai pas la manière de voir les choses que j'ai aujourd'hui, je gère pas bien. Tu étais brut de fonderie quand même à l'époque. Ouais, peut-être ça, sans langue de bois, voilà. et parfois un peu trop brut. Impulsif en tout cas aussi. Impulsif, ouais, ça fait partie des descriptions. Et je ne vais pas dire que je gère pas bien, mais je suis pas politique. Donc, en 2015, donc, je roulais depuis plusieurs années avec des gens, avec plusieurs équipes, et en 2015, je décide d'arrêter de piloter parce que j'ai plus d'argent, il faut que je rachète un casque. Enfin, c'est des bêtises, mais je me retrouve avec un contrat. Parce que tu pilotes, mais tu pilotes sans être payé. À la limite, dans le meilleur des cas, tu ne payes pas, c'est ça? Je ne paye pas, mais je ne suis pas payé, mais je suis parti beaucoup de jours à l'année, et derrière, je n'ai pas les finances pour vivre. Si, j'ai pour survivre, mais je vieillis, et je veux faire construire une maison, je veux avoir une relation plus sérieuse, j'aimerais bien avoir des enfants. À l'époque, je commence à penser aux enfants, et là, je prends un choix difficile, c'est de dire, bon, maintenant, si je veux gagner ma vie, et construire des business, vivre bien, je pense que je dois passer à autre chose. Et à 25 ans, tu switches? 25 ans, je switch, je reste impliqué dans le sport moteur, donc je coach plusieurs pilotes, des jeunes aujourd'hui qui sont pilotes professionnels, j'en vois encore demain, Malte Jacobsen, Christian Rasmussen, Frédéric Vesti. Beaucoup au Danemark parce que Michael Rasmussen est danoise et tu vis là-bas en fait. Parce qu'en 2015, avant 2015, je voyage un peu partout avec ma femme, elle me suit, on va vivre en Angleterre, donc partout où je vais rouler, je vais habiter. Donc pour être près de mes équipes, pour travailler là-bas, et
Et au bout d'un moment, elle doit recommencer ses études universitaires. Et elle me dit, je dois retourner au Danemark. Elle était d'ailleurs repartie 6 mois avant moi. Et puis je l'ai retrouvée là-bas et je ne suis jamais reparti. Et tu es resté au Danemark. Ouais. Bon, un choix effectivement compliqué. Ouais. Devenir coach et manager, du coup, dans la foulée, Ouais, tout à fait. qui sont les différentes facettes. Alors, un pilote que j'ai toujours admiré. Est-ce qu'il y en a un Ah bah oui. déjà? Mais est-ce que ça peut être... moi, ça a été Michael Schumacher, si je peux citer Michael Schumacher. Bien sûr. Après, j'ai pas envie de le prononcer mal parce qu'on est Schumacher. J'ai toujours admiré Michael, pas que par sa pointe de vitesse, mais par son professionnalisme et son travail en dehors de la voiture. Moi, c'est quelque chose qui m'est à cœur aussi dans ma méthode de travail, d'être super bien préparé. Et j'ai toujours admiré sa détermination et l'engouement, enfin le travail qu'il mettait pendant les week-ends. C'est un gros travailleur. C'est énorme, c'est énorme. Ouais, j'avais lu un jour une interview où il avait dit en interview j'ai toujours travaillé plus que les autres parce que j'étais convaincu que j'étais moins doué que les autres. Oui, mais c'est pas incroyable. À la limite, c'est pas faux. Hein. Beaucoup de gens le disent qu'il a aussi une carrière au début un peu particulière avec. Et il bossait, il laissait rien au hasard et ça lui a permis de après pouvoir se concentrer à 100%. C'est quelque chose aujourd'hui que tu essaies d'inculquer aux pilotes que tu gères et que tu manages? Oui, tout à fait, parce que les pilotes qui sont talentueux, ils ont tendance à penser que c'est facile et ils travaillent moins que les autres, ça c'est naturel. Et c'est quelque chose que je vois parce que j'ai travaillé aujourd'hui avec plus de 40-50 pilotes et c'est quelque chose qui revient. Donc les pilotes qui sont extrêmement talentueux, ils ne bossent pas et souvent les autres, ils bossent beaucoup. Et quand on arrive à trouver quelqu'un qui a une quantité de talent et en plus qui travaille à côté, on a quelque chose d'exceptionnel. C'est comme ça qu'on Lorenz façonne des diamants. Lorenz Vanthoor, par exemple, il a du talent. Bon, on le compare souvent à son frère. Désolé de te couper pour prendre un exemple. Non, c'est très bien. Lorenz, c'est un autre exemple. Moi, je le connais très bien, c'est un ami à moi, mais j'admire aussi sa détermination et la manière dont il travaille à côté. Quoi. En plus d'être rapide. Il est presque un moine, façon de parler, mais dans sa manière de travailler, d'être très sérieux dans son alimentation, dans sa préparation physique. Et effectivement, son frère Dries, qui est peut-être plus talentueux, qui travaille un peu moins. Après, ils ont tous les deux de beaux palmarès. Mais tout à fait, mais c'est deux caractères différents, deux personnalités différentes. Quoi. Et là, ça... C'est intéressant. Vas-y, Benjamin, on enchaîne avec la question suivante. Alors, voilà. Mon meilleur souvenir sur le circuit. Il y en a plusieurs. Après ma victoire à Zolder en F2. Ça, c'est 2010 2010, ouais. Donc, tu es dans le championnat FIA Formule 2, qui à l'époque est managé par Jonathan Palmer. C'est tous des moteurs Audi. Ouais. Tout à fait. Et, je me souviens de ta voiture toute jaune. Toute jaune, couleur belge, drapeau belge. Et devant toute ma famille, beaucoup de spectateurs. Et ça avait été un week-end exceptionnel. Ça avait été une saison qui avait commencé difficilement parce que j'avais pas... On parle de préparation. Je n'avais pas été préparé pour moi d'une manière optimale. Et Zolder, c'était le premier week-end de beaucoup de bons week-ends après, parce que j'ai continué avec des podiums à Portimao, j'ai continué avec des top 5 à Oschersleben, Brno, etc. Et Zolder, c'était vraiment... le lancement de ta saison. C'était le lancement de ma saison, et vraiment là où j'ai pu montrer le potentiel que j'avais. Merci Benjamin. Zolder 2010. On continue, on passe évidemment du côté à la fois pilote et à la fois manager. Le sport auto est la seule chose qui m'intéresse, vrai ou faux? Faux. C'est la chose qui m'intéresse le plus, mais aujourd'hui... Tu as d'autres passions aujourd'hui, oui. Moi, comme je suis un touche-à-tout, hein, donc j'adore l'escalade, des choses qui n'ont rien à voir avec le sport moteur. Le MotoGP, ça c'est plutôt sport moteur aussi, mais il n'y a pas que le sport moteur dans la vie. Et pour moi, c'est aussi important parce qu'il faut pouvoir aussi se détendre et pouvoir s'échapper parfois. Quand on est trop, aujourd'hui on en parlait aussi, on fait les pilotes de kart qui font 25-30 week-ends à l'année, c'est des saisons qui sont super chargées. Et pour moi c'est très important de garder une part d'être humain là-dedans et d'avoir autre chose aussi dans la vie. Donc tu as des exutoires, tu as des échappatoires. C'est sûr, le sport moteur c'est le numéro 1, mais il y a d'autres choses. Bon, et avoir une femme, du coup, Maïken, qui est ex-pilote. En plus, oui. Vous parlez de sport auto à la maison? Ça, l'avantage, c'est que quand je l'appelle tous les jours, vu que je suis parti plus de 230 jours l'année pour les courses, on peut au moins, je peux lui raconter mes journées. Elle sait de quoi tu parles? Oui, je peux lui raconter mes journées, elle comprend, elle pose des questions, et c'est pour ça qu'on a une relation aussi forte. Une des raisons pour laquelle on a une relation aussi forte. Oui, ça aide évidemment d'avoir quelqu'un qui connaît le milieu. Vas-y. Suivante, je vais prendre avec tu choisis au hasard, c'est toi qui choisis. Comment je me vois dans 10 ans?
Bah, écoute, dans 10 ans, j'espère que je serai dans un paddock de Formule 1 avec un de mes pilotes. J'espère avant. Donc, ça, c'est vraiment le rêve, ça c'est l'ambition? Ça, pour moi, c'est clair, c'est l'ambition. J'ai toujours visé le plus haut. Et j'ai des pilotes qui sont aujourd'hui comme Thomas, comme Vic. Enfin, Vic, ce sera certainement pas en F1, mais, ou Lena aussi, qui sont extrêmement talentueux. Il faut qu'ils bossent, il n'y a pas photo, mais, et peut-être d'autres, mais j'espère un jour pouvoir amener un pilote en F1. Ça, c'est un des objectifs. Dans le sport moteur, dans la vie privée, si le sport moteur ne passe pas, mais j'ai d'autres sociétés aussi. Hein, donc, j'espère, si ça va pas... Tu as fait d'autres business que manager? Oui, tu as un côté entrepreneur? Tu te sens? Parce que finalement... Aujourd'hui, je pense oui, j'espère. J'ai investi un peu dans l'immobilier quand j'ai commencé à gagner ma vie. J'ai économisé beaucoup. J'ai ce côté un peu radin, je mets de côté, mais j'ai réinvesti. Et si, j'ai un plan B, on va dire, mais aujourd'hui, je me concentre à 100% sur le sport moteur. Ta priorité, c'est le côté manager? Ma priorité, c'est le management, il n'y a pas photo là-dessus. Mais on a aussi une grosse société au Danemark qui tourne très bien aussi dans le milieu de l'automobile. On vend des voitures d'occasion, tout ça. Et ça, c'est une société qui m'intéresserait à reprendre plus tard. Tu ne serais pas un peu hyperactif, toi aussi? Je ne sais pas, ça tente de me le dire. On n'est jamais trop hyperactif. Allez, on enchaîne. Mais toi, tu l'as aussi, non? Hyperactif? Ouais, je pourrais un peu l'être. J'avoue. Ouais. Une passion, mais plein de métiers. Alors... On en vient. Du coup, évidemment, les questions sont écrites. On ne sait pas dans quel sens elles vont sortir. Ouais. Mais quand je l'ai écrite, effectivement, je me suis dit... donc ta passion pour le sport auto, c'est clair, mais finalement, effectivement, tu as eu tous ces métiers. Coach, on en a déjà un peu parlé. Coach, manager, pilote. Peut-être d'autres métiers encore sur le côté. Finalement, tu deviens businessman aussi, parce que j'imagine quand tu gères les pilotes et les budgets, tu dois parler d'argent, négocier. C'est beaucoup de profils différents quand même. Il faut avoir beaucoup de qualités, mais moi je trouve qu'on n'arrête jamais d'apprendre, donc il faut toujours regarder, et c'est ça aussi que j'essaie d'impliquer à mes pilotes quand ils roulent, c'est même quand tu gagnes une course, tu peux toujours faire mieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Tu es ce genre de manager-là? Je suis ce genre de manager. Donc le pilote, il est tout content, il a gagné sa course. Puis toi, tu arrives, tu dis non, ça c'était pas bien. Allez, je lui laisse une demi-heure pour savourer sa victoire, mais après, si je vois qu'il est trop content, je le ramène à la réalité. Les pieds sur terre. Voilà, parce qu'il y a encore des courses après. Hein, donc, je suis ce genre de manager. Mais oui, je suis un peu écarté de la question, mais oui. Pas mal de métiers. Pas psychologue, mal de métiers, un peu finalement. Psychologue, mais moi je travaille avec des coachs mentaux depuis plusieurs années maintenant. Et au début, on dit coach mental, on compare souvent à un psychologue. On se dit c'est un psy qui va venir et qui va me... Et quand tu dis je travaille, toi personnellement ou pour tes pilotes? Non. Moi, ça m'a amené beaucoup de choses de travailler avec des coachs mentaux parce que je passe beaucoup de temps avec eux. Donc tu apprends d'eux, Donc j'apprends d'eux et il y en a qui m'ont appris des choses. Je pense qu'il faut toujours écouter, même si les gens racontent des bêtises, il y a peut-être une partie qui peut être prise en dehors. Donc, et je travaille avec un Karsten Oldengård, un gars qui a travaillé avec des athlètes olympiques et qui s'est occupé de plusieurs de mes pilotes lors des dernières années. Et lui, pour moi, il a beaucoup aidé pour remettre en ordre. Et aussi, il gère aussi un peu les parents, il explique aux parents comment ça se passe. Et il aide vraiment ce côté psychologue, c'est lui, je le laisse gérer. Et j'ai appris quelques techniques, quelques stratégies aussi. Ils m'aident beaucoup aussi. On n'en a pas encore parlé, mais tu me fais penser à quelque chose, les parents de pilotes. Oui. Quand même. On n'en parle pas. On n'en parle pas? Oh, d'accord. Ça dépend. Ça dépend lesquels, mais parfois c'est compliqué. Oui, c'est sûr. Cette année, j'ai de la chance avec le papa de Thomas, Vic et Lena du côté de sa famille. C'est alors, aussi... sans citer de nom, parce qu'on n'a pas besoin des noms, mais est-ce que tu as vraiment eu des parents où ça devient compliqué? Pourquoi? Parce qu'ils veulent trop intervenir? Parce qu'ils ne te font pas confiance? Tu veux que je cite des noms? Non, tu fais ce que tu veux, mais tu assumes la responsabilité. Écoute, je viens de terminer de travailler avec un pilote, Theodor Jensen, avec lequel on a gagné Le Mans, et les jeunes Le Mans Series. Il n'avait jamais fait de carte avant, on a vraiment super bien travaillé les 2 premières années ensemble. Et le papa est très difficile, en dehors de la piste, c'est un gars qui est super, donc j'ai rien contre lui, mais il pense tout savoir et c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, il est en tête du championnat ILMS, ça se passe très bien, mais c'est tout ce que j'avais construit pour lui. Donc c'est la première année où il va se retrouver livré à lui-même, à faire des choix seul. Et malheureusement, pour moi, ce n'était pas le bon choix. Mais c'est là où, tu vois,
mon côté où je le laisse pas. Si les gens travaillent avec moi, c'est pour pouvoir, je vais pas juste m'écouter, mais ça va dans les deux sens. Mais après, si les parents veulent gérer tout eux-mêmes, qu'ils le fassent eux-mêmes. Oui, tu veux dire par là que tu ne vas pas suivre un projet dans lequel tu ne crois pas, juste pour des raisons financières, par exemple? Si moi je pars du principe où si les gens décident de travailler avec moi, c'est parce qu'ils croient en moi. S'ils ne croient pas en mes capacités de gérer, de conseiller, et qu'ils remettent toujours en question ce que je dis, à ce moment-là, c'est peut-être mieux qu'ils essayent ailleurs. Et après, ils sont toujours les bienvenus. Moi, je suis jamais, j'empêche jamais quelqu'un de partir. À partir du moment où tu n'es pas content, ça ne sert à rien de continuer dans une relation qui n'est pas saine. Ils peuvent partir et ils sont les bienvenus. Et ils peuvent revenir si un jour ils veulent revenir. Quand ils veulent, s'ils se rendent compte que c'est moins bien ailleurs. Merci Benjamin. Ah, les parents de pilotes, on en a croisé quelques-uns quand même. Oui, mais le mien aussi, mais le mien, il a été le tien, oui, je me souviens, papa Gilbert en karting. C'est du caractère. C'était un sacré caractère, effectivement. Mais il a appris à la fin, et merci à Olivier Maréchal à l'époque qui lui a Olivier Maréchal, qui était donc le patron de l'équipe Cosmic Racing, qui t'engageait en championnat du monde à l'époque, en 2007. C'est lui qui m'a sorti et qui m'a offert mes premiers. Et c'est lui qui a dit un moment à ton père aussi en disant, écoute, là maintenant, il y a une différence? C'est sûr qu'à partir du moment où une usine décide d'investir sur un pilote, je pense que le papa il doit se mettre sur le côté. Parce qu'on est entouré de gens, enfin, ça ne veut pas dire totalement sur le côté, il doit observer, mais il doit savoir quand. Prendre du recul en tout cas. Prendre du recul. Et je suis sûr qu'Olivier a eu une petite discussion avec mon père en lui disant écoute, maintenant on s'occupe de ton fils. Va dans la tribune et regarde les courses. Tout à fait. Voilà. Mais il a très bien fait. Il laissait gérer. Les mécanos que j'avais à l'époque étaient exceptionnels. Donc, voilà. Voilà. Entre-temps, tu as tiré une nouvelle question. Je dis ça pour ceux qui nous suivent en podcast. On vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission en podcast ou sur la chaîne YouTube Tom Corner, le coin des passionnés. Et on remercie tous les partenaires qui nous permettent de mettre en place ce projet dans lequel on est vraiment une toute petite équipe pour le mettre en place. Et puis vous, si vous pouvez nous donner un coup de main, vous partagez, vous en parlez autour de vous. C'est aussi grâce à vous que, on l'espère en tout cas, Tom Corner et cette émission Carte Contrôle pourront grandir. Benjamin, tu as donc tiré une nouvelle question, je t'écoute. J'ai triché, j'ai lu à l'avance, comme ça j'ai pu me préparer. Non, mais je ne sais toujours pas. Une personne qui a joué un rôle clé dans ma vie. Ça, c'est aussi une personne, c'est aussi difficile, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs personnes, il faut que j'en choisisse qu'une. Non, ouais. Parce que là, je vais revenir à ma femme encore une fois. Michael, bien sûr, ouais, je m'en doute un peu. On va pas recommencer avec. Après, je vais avoir une larme à l'œil, ça va pas le faire. Les gens m'ont jamais vu pleurer. Donc, elle comprend le français, Michael, un peu quand même. Tout à fait. Elle va pouvoir écouter. Ma femme, mes enfants parlent danois, français, un peu anglais déjà. Donc on essaie de leur apprendre. Bon, Michael, on l'a bien compris, elle a joué un rôle clé. Une autre personne, peut-être, dans ton parcours aussi, peut-être, ou sportif ou manager? Mon père. Sans mon père, je ne serais pas là où je suis, ça c'est sûr et certain. C'est lui qui nous a amenés à Mariembourg en 2000, je crois que c'est en année. Tu dis nous parce qu'il y avait ton petit frère Sébastien avec toi. Tout à fait. En 2000, on a été voir le mondial à Mariembourg à l'époque. Et c'est assez comique parce que j'étais avec Tonio Luizzi la semaine passée au Paul Ricard, parce que je travaille avec lui maintenant sur le projet AF Corset Junior Team. Et je lui disais, c'est toi que j'ai été voir rouler en 2000 quand tu roulais chez CRG à l'époque, avec Manetti. Il était en train de se bagarrer avec d'autres pilotes. Il avait été champion du monde, si je me trompe pas. Il était champion du monde et c'est en le regardant rouler, c'est ça qui m'a donné l'envie de faire du kart à l'époque. Et mon papa, qui a joué un rôle clé, on peut dire que c'est lui là-dessus, si on lit vraiment la question comme il faut, parce que sans lui, on n'aurait pas pu démarrer comme on a démarré. C'est lui qui vous a mis dans un kart, voilà. C'est lui qui s'est dit allez on y va. Et lui, il a fait les choses à fond, quoi. Il a acheté une ancienne camionnette friterie, il a tout arraché, il a fait camping-car, on allait sur toutes les courses avec une caravane. On était un peu low budget, mais on a passé des moments humains exceptionnels. Oui, et alors ce qui était fou, c'est qu'on dit déjà, et tu le dis toi-même, le sport auto aujourd'hui ça coûte cher. J'imagine en tant que papa, quand on a deux fils, puisque ton frère Sébastien roulait aussi, lui aussi a été pilote au plus haut niveau du karting. Il n'est pas passé en voiture, mais ça doit être très 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 difficile pour un papa finalement de se retrouver avec deux fils talentueux comme il avait avec vous deux. Puis imagine quand on a été tous les deux finalistes du volant RACB National Team, parce qu'on se trouvait l'un face à l'autre. L'année où tu gagnes le volant, l'année où je gagne, il participe. Sébastien y était aussi. Il y avait Alessio Piccarello, il y avait Sébastien, il y avait Guillaume de Rieder, et puis je ne me souviens plus des deux derniers, mais je me souviens, pardon. Donc toi, tu bats Alessio Piccarello, qui aujourd'hui est un pilote officiel Porsche. J'avais oublié que Sébastien était dans les finales. Sébastien était là, et écoute, je l'ai battu. Donc, mais c'est aussi difficile pour un père parce qu'il veut donner tout à ses deux enfants. De la même manière, il ne veut pas prioriser un à l'autre. Et il a toujours fait ça du mieux qu'il pouvait. Donc là, on ne peut pas le reprocher. Ah ouais.
Salut, ça permet de rendre hommage à ton papa aussi. Vas-y, on reprend une nouvelle question. Attends, j'ouvre bien l'éventail, sinon tu vas croire que je te force et tu peux vraiment choisir où tu veux. Non, mais depuis le début, je pense que tu me forces. Ah oui. C'est pour ça que tu pars de tous les côtés et tu essaies de me piéger. Tout à fait, t'as vu. Alors, si je pouvais changer quelque chose dans mon parcours. Elle est difficile, celle-là, mais... Elle est dure parce qu'il y a beaucoup de choses. Ah oui, beaucoup. Pour moi, il y a beaucoup de petits détails que j'aurais dû faire. Mais c'est facile aussi à dire après, c'est toujours facile. Mais j'aurais pu gérer d'une manière différente au niveau de mon caractère. Je pense que c'est ça le... On en parlait un peu plus tôt, là. Quand tu dis à 20 ans, j'étais un peu... J'étais un peu, désolé, mais con. Parce qu'au final, parfois j'ai été con, on peut le dire comme ça. Tu penses qu'aujourd'hui, le Benjamin Bailly, manager de 35 ans, s'il devait manager le Benjamin Bailly, pilote à 20 ans, il lui dirait quoi? Que je vais dire à moi-même, j'aurais dû prendre plus de recul et de plus... Non, mais qu'est-ce que tu te dirais, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, si tu devais manager quelqu'un qui est exactement dans le même cas que toi à 20 ans? Enfin, quand tu étais à 20 ans, tu lui dirais quoi? Tu serrais les vis? Non, c'est pas la solution, j'aurais expliqué. J'aurais passé plus de temps pour expliquer. Et je pense que quand j'étais jeune, on m'a pas laissé... J'étais un peu ignorant et on m'a pas expliqué les choses assez comme il faut. Et moi, je suis quelqu'un qui est très... Quand j'aime quelqu'un, je m'attache. Enfin, je suis très froid aussi, mais si j'aime vraiment quelqu'un, je peux tout donner. Et je me suis peut-être fié à certaines personnes que j'aurais pas dû. Et j'ai été un peu bête sur mes réactions à certains moments clés de ma carrière. Mais serrer la vis, je pense que ça n'aurait pas aidé, parce que justement, ça créait l'effet inverse. Donc, il faut pouvoir comprendre. Aujourd'hui, j'essaie vraiment de comprendre la personnalité de mes pilotes pour pouvoir m'adapter. Parce que ce n'est pas uniquement eux, il faut aussi pouvoir s'adapter parce qu'ils ne comprennent pas les choses de la même manière. Il faut leur faire passer le message de manière parfois différente. Et parce qu'ils sont tous différents. Donc, c'est là qu'on se rend compte aussi à quel point ton expérience à toi, malgré tout en tant que pilote, les écueils que tu as eu à affronter, ça te sert beaucoup quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sûr. C'est un manager qui n'a pas été pilote, tu penses qu'il peut être aussi bon manager enfin, peut-être qu'il a un autre parcours, mais... Alors, pour moi, c'est plutôt un commercial, c'est pas un manager. C'est-à-dire un manager qui a des contacts avec des équipes et qui sait aller trouver de l'argent. Et c'est, pour moi, comme je l'ai dit, le truc le plus difficile aujourd'hui pour moi, c'est vraiment d'aller chercher des budgets et des trucs pour aider mes pilotes. C'est manager, c'est un grand mot, hein, ça veut dire beaucoup de choses. Hein, mais pour moi, c'est plutôt un commercial. Alors, c'est quelqu'un qui va chercher de l'argent et qui paye et qui prend une commission. Tu fais une distinction entre le manager qui va trouver les financements et le manager qui va plus être le pilote ou celui qui connaît le milieu. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis vraiment calé pour tout ce qui est technique et la performance. Et je suis justement en train de regarder aussi comment est-ce que je peux trouver des solutions pour ça. Bon, donc il faut continuer à apprendre. Tout à fait. Bon. Tu as encore quelques années devant toi. Hein. La retraite, c'est de plus en plus tard aujourd'hui. Tout à fait. Moi, je ne prendrai jamais ma retraite. Vas-y, la question suivante. C'est ce que je dis aujourd'hui, on verra dans 30 ans. Hein. La chose la plus importante que mes parents m'ont apprise. Je pense que ça va être assez facile, celle-là. Malgré mon sale caractère, c'est le respect. Okay. J'ai beaucoup eu de respect pour les gens qui aussi me respectaient dans l'autre sens. Et que ce soit en piste, aujourd'hui, parfois je vois des pilotes, ils se sortent à gauche, à droite. Ça s'est un peu perdu, cette histoire de respect. Et mon éducation. On a été malgré tout très, très bien éduqués. Et dire bonjour, dire merci, dire s'il vous plaît, débarrasser sa table, aider les parents quand il faut. Pour moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui se perd un peu et c'est malheureux. Et je pense que l'histoire de budget, ça a aussi à voir avec ça. Ce n'est pas spécialement les gens qui ont le temps de faire l'éducation de leurs enfants le plus qui mettent leurs enfants dans le sport moteur. C'est beaucoup d'enfants gâtés aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire. Tu veux dire qu'en sport auto, c'est une impression que j'ai eue aussi, hein, je t'avoue, sur les 20 dernières années, il y a de plus en plus d'enfants... sans parler, mais à qui tout tombe ou presque assez facilement. C'est inévitable, ça coûte de plus en plus cher. Donc, qui peut se payer aujourd'hui des saisons à ce prix-là? C'est souvent des gens qui sont un peu plus. Et je ne dis pas, sont pas tous la même chose. Hein. Oui, non. On ne fait pas de généralité, on précise. Il y a des gens qui sont exceptionnels et avec qui j'ai des saisons fantastiques. Des clients que je connais depuis 6 ans, que je vais parfois manger avec eux, ou on passe des vacances ensemble. Donc, il y a des relations qui sont créées exceptionnelles, mais pour moi, vu que ça coûte très cher, il y a beaucoup plus d'enfants qui viennent de milieux... Ils ont dû moins se battre. Alors, j'ai envie de dire, ils ont moins faim, entre guillemets, faim de piloter. Bah, toi, t'étais un... Enfin, t'avais les dents qui rayaient le parquet, toi, c'était dingue. C'était soit tu gagnes, soit tu restes à la maison, enfin, soit tu roules pas. Donc, aujourd'hui, s'ils ne performent pas, ils roulent quand même. Parce que derrière, ça paye. Et ça, tu le ressens?
Ah bah aussi oui, ça c'est clair. Dans ceux que tu as eus ou dans les pilotes que tu as eus ou plutôt d'autres pilotes oui, du dans les paddock? pilotes que j'ai eu Dans les aussi, pilotes je que n'ai t'as pas eu peur aussi. de le dire. Mais après, moi, je ne suis pas là pour dire... à partir du moment où on travaille avec moi, ça doit changer. C'est-à-dire que si ça continue comme ça, au bout d'un moment, c'est fini. Et il faut travailler aussi. Il faut travailler et souvent, c'est les plus fainéants aussi. Donc, il faut amener une méthode de travail et leur faire comprendre certaines choses. Ils sont jeunes. Écoute, au début, ça commence à 15 ans, F4 aujourd'hui. Donc, à 15 ans, je pense que tu n'as pas tout compris. Hein, donc, ça, c'est clair et net. Donc, et s'il y a eu un manque... pour une raison ou pour une autre, d'éducation où tout est tombé du ciel, où ils n'ont pas dû travailler pour avoir des choses, il faut leur inculquer ça et savoir leur expliquer. Et après, on ne fait pas de généralité. Je pense que Lando Norris, notamment, est issu d'un milieu où il y avait pas mal d'argent. Il a quand même appris à travailler pour faire ce qui est Il pleure beaucoup. le pilote qu'il est aujourd'hui, pardon. Il pleure beaucoup à la radio. Il pleure beaucoup à la radio. Peut-être. Et il souffre un peu face à Oscar Piastri. C'est clair. Parfois, où on n'a pas le même genre de profil. Bon, on ne va pas rentrer dans la psychologie des pilotes Formule 1. Pas de politique. On le fera, pas de politique, on a dit. On fera ça quand tu auras ton pilote en Formule 1 dans 10 ans. Tout à fait. Vas-y. Allez, je prends ça là. Manager de pilote, la bonne planque. Aïe, c'est une question piège. J'aime bien. Je crois. Non, alors, elle est volontairement provocante. Je t'avoue, on a eu Stéphane Lemray aussi, qui est manager de pilote. Je lui avais posé, parce que lui a ça en plus de plein d'autres métiers. Lui, c'est pas son métier premier. Et il dit, en fait, c'est une galère. Mais il dit, c'est tellement difficile de manager des pilotes. Il me parlait de la psychologie, de trouver les budgets, d'avoir des pilotes qui font ce qu'ils veulent. Donc, on peut s'imaginer. Il y a des gens qui imaginent, c'était Willy Weber, le manager historique des frères Schumacher, qui, on disait c'était monsieur 20%, je crois, si je ne me trompe pas, voilà, qui gagnait beaucoup d'argent, on se disait, bon, ça va, lui, il a bien fait. Pardon ? Flavio Briatore. Oui. C'est des gens aujourd'hui, ils vivent bien, hein, mais ça, c'est un truc, moi, je ne fais pas, après, j'aime pas te dire ça, parce que parfois, c'est perçu pas de la bonne façon, mais je ne fais pas ça pour l'argent. Enfin, évidemment, l'argent a une conséquence, mais ce n'est pas le but. L'argent, il doit être en fonction du travail, c'est-à-dire si le travail est bien fait, tu dois être payé. Comme tout le monde, comme le mécano, tu l'as dit tout à l'heure, comme les équipes, elles font du bon travail, elles doivent être payées. Une équipe qui fait du bon travail, elle doit être payée plus qu'une équipe qui fait, parfois mieux rémunérée qu'une équipe qui fait du mauvais travail. Je parle de mauvais travail, je ne parle pas de performance, parce que là, c'est un truc qui est... voilà, si tu fais du bon travail, tu dois être payé. Et aujourd'hui... le boulot de management, c'est sûr que ce n'est pas facile, mais à partir du moment où on est clair avec les clients, on est transparent, on leur dit voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, il faut se concentrer sur le boulot qu'on fait. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de paramètres et ce n'est pas toujours facile de tout contrôler. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Allez, merci. Ce n'est pas tout à fait une bonne planque, mais ça va. Apparemment, tu n'es pas prêt de changer de métier en tout cas. Non, j'aime bien. Ça me permet de rester dans ce sport moteur. Hein. On est en train de voir le bout petit à petit de notre course de kart control. Ma plus grosse bêtise. Oh. Ouais, je pense à des trucs privés, mais on va parler de sport moteur. C'est le truc privé, on va essayer de garder ça. Ouais, ma plus grosse bêtise, c'est de mettre... Je me suis trop ouvert aux mauvaises personnes lors de mes saisons les plus cruciales, c'est-à-dire 2004, 2009, 2010, où là, il y aurait vraiment... Enfin, on ne peut pas dire que je n'ai pas performé. Avec le recul aujourd'hui, la préparation que j'avais, j'ai dominé en F4, j'ai fait une super saison en F2. Et bon, ça fait longtemps, hein, donc ça fait plus de 15 ans maintenant. Ouais. Et je me rends compte que si j'avais été plus intelligent, si je ne m'étais pas confié aux mauvaises personnes, j'aurais certainement eu des opportunités qui seraient ouvertes à moi, que je n'ai pas eu à cause de ça. Bon, comme quoi, le côté ouvert peut parfois avoir des qualités et des défauts. Il faut réfléchir avant de parler. C'est pas vrai, je m'améliore toujours. Ouais. Question. Ouais. Si l'argent n'était pas un problème, je rêverais de... Oh. Il y a des choses qui te font rêver où tu dis... Moi, voyager, j'adore voyager. Avec ma femme et mes enfants, j'ai tellement travaillé beaucoup les dernières années que je pars plus de 230 jours à l'année. C'est incroyable. Quand tu disais, j'ai entendu qu'ils disaient chiffre 230 jours. Ouais, ça veut dire en 2 ans, je suis parti plus de 460 jours. Donc j'ai passé plus d'une année, plus presque 100 jours en dehors de la maison, en comptant le jour où je pars et le jour où je reviens. Et là d'ailleurs, tu vois, je suis en Belgique, ma femme et mes enfants sont au Danemark, et c'est pour j'ai quelques meetings à Spa pour ce week-end, donc c'est obligatoire. Et ça, c'est mon côté où si tu veux faire les choses comme il faut. Mais alors, pour revenir à la question, voyager serait pas mal. Et puis, je suis sûr que je reroulerai.
Si T'aimerais? Ah, Ça mais te moi manque? aujourd'hui, il n'y a pas photo. Si je gagne au loto, je roule. Je vais continuer de manager. Je ne vais pas abandonner ce côté-là. Tu ferais quoi pour le plaisir ou Je tu, ferais. ou tu serais Non, forcément pour jamais être pour le compétitif? plaisir. Moi, oui. Moi, si je le fais, c'est pour me mettre dans de très bonnes conditions et pour me donner les chances de gagner. Surtout si l'argent est là, ça aide, c'est plus facile. Mais je reroulerai. En quoi, je sais pas. Tu sais, c'est la Michelin Le Mans Cup, ça me plaît bien. L'ILMS, peut-être faire un peu de l'endurance. J'aimerais rouler avec voiture aéro. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé avec des voitures aéro. Les radicales, c'était. Radical, Pas c'est de un la peu fin, aéro, mais Ouais, c'est ça, c'est pas les GT3 ou les. Non, mais les nouvelles LMP3. T'avais roulé avec les. Parce que l'année où tu fais la FIA Formule 2, t'avais roulé, donc c'est la première saison du team WRT Ouais. qui à l'époque engageait les Audi, et t'avais Tout à fait fait. une course ou deux avec eux, On non? a fait 2 courses et il y en a une des deux, c'est assez particulier. Mais la première à Spa, où ça s'est super bien passé, j'étais très compétitif, on avait fait un bon résultat. C'était avec Christian Kelders et il faut pas que et Blanchemin. Michael Blanchemin, Jean-Luc Blanchemin, Jean-Luc. qui étaient 2 personnes exceptionnelles et qui avaient Qui étaient deux gentlemen drivers, et toi tu étais J'étais pro, le quoi. pro à l'époque, le jeune, et on avait fait un bon résultat. Je crois qu'on a fini top 10. C'était en même temps que le championnat British GT, c'était le Belcar à l'époque. Et puis j'avais fait les 10 heures de Zolder. Qui était la finale du championnat. Ouais. La finale du championnat qui était Avec le Bert Belgian Longin. GT à l'époque. Bert Longin et François Verbist. Il tombait de l'eau, c'était Ouais. dantesque. Je me souviens de cette course, j'y étais. Mais alors là j'ai dû faire un choix compliqué, cette course-là, parce que j'ai pas roulé. Aux essais, j'ai éclaté la voiture, en coin de la voiture. J'ai aquaplaning sorti du virage numéro 1. Et en course, je n'avais pas roulé après, parce qu'ils avaient dû réparer la voiture. Et ils m'ont dit, j'ai refusé de rouler, parce qu'ils étaient en tête de la course. Et ça, mon père m'en a voulu pendant longtemps. Et on en a parlé avec Olivier De Wilde il n'y a pas longtemps aussi. Et tu dis quoi? T'as pas osé C'est assumer pas une ton question que j'ai rôle, pas osé, non, c'est Ou t'as ça. eu peur de compromettre leur saison en Moi, disant... c'était plus leur faire perdre le championnat, leur faire perdre la course qui était c'était le reste. Confiance en moi, j'en manque pas. Mais j'avais pas fait un tour, quoi. Donc je savais que j'allais pas être dans le rythme parce que j'avais pas fait de tour du tout. Donc ça m'a pénalisé aussi ça après, parce que les gens ont dit ouais, ils avaient peur et ils n'ont pas vraiment cherché à comprendre que c'était plutôt pour Ouais, ils se protéger. sont dit, tiens, le team n'a pas mis Benjamin dans la voiture, c'est qu'il n'était pas bon. Le team, il était prêt. Le team, eux, WRT, j'ai une bonne relation avec Vincent, avec Kurt, avec tout le monde aujourd'hui. C'était pas le problème. C'était mon choix personnel et c'était pour pas leur faire perdre la course. Et parce que j'avais fait 0 tour, quoi, donc j'étais pas prêt. Comme quoi il fallait oser, ceci dit. Mais j'ai pensé, tu vois, à l'équipe, j'ai pensé Ouais, t'as au pensé à groupe, l'esprit d'équipe, oui. Et et- ce qui était finalement remarquable, il y a tellement peu de pilotes qui font ça aujourd'hui. Et on parlait, tu vois, je me suis trop ouvert. Et là aussi, encore une fois, j'ai été trop gentil parce qu'au final, si j'étais monté dans la voiture, j'aurais fait perdre la course. On m'aurait dit que j'avais pas mal roulé, puis j'avais pas la vitesse, mais j'aurais une excuse. Et là, le fait que j'ai pas roulé, ça m'a pénalisé plus que si j'avais roulé, j'aurais pas été vite, quoi. À quoi parfois dans une carrière ça peut Ah bon, influencer. c'est facile là aujourd'hui. Oui, comme tu disais, on peut refaire plein de choses. Allez, on termine les questions, il en reste Ouais, quelques-unes. non, Vas-y. je pense que j'ai un certain talent pour tout. Non, non, mais j'exagère. Confiance en toi. La tu confiance en moi, tu vois. Non, je suis quelqu'un de très méticuleux, mais j'ai un talent pour. C'est un de mes Un talent caché peut-être. talents cachés. Je suis un très bon jardinier. Ah oui? Moi, j'adore. Moi, je veux que tout soit carré aussi. C'est mon côté perfectionniste. Et mon jardin chez moi, il est. Tu dois être un peu maniaque, toi, non? Maniaque, c'est ça. Mais pour moi, c'est une qualité, donc on va appeler ça un talent. Alors, on va D'accord. rester. Il reste 3 questions, vas-y. Ce qu'il m'a manqué pour devenir pilote professionnel. Bon, bah du coup, ça, on a déjà On en a abordé un quand peu même. discuté déjà, ouais, mais c'est tous les trucs qu'on a déjà vus et que j'ai déjà répondu aux autres questions. On a dit l'argent, l'encadrement, être au bon endroit au bon moment. Enfin, ça tient à quoi? Aussi, ouais, c'est ça. Et puis prendre les bonnes décisions. J'avais personne à côté. Tu sais, le choix que j'ai fait à Zolder, j'étais tout seul. J'étais lié à moi-même. C'est moi. Il y a une photo que j'ai où Attends, je refais le compte, tu avais 20 ans. J'avais 20 ans. J'étais quand même déjà plus âgé que la moyenne. Mais par rapport à aujourd'hui où les jeunes passent en voiture très tôt. Mais c'était pas le cas à l'époque. Hein. Mais j'aurais 20 ans en GT, tu étais jeune, il n'y avait pas beaucoup. J'aurais bien aimé avoir plus de quelqu'un pour pouvoir qui était vraiment là pour m'aider, où j'aurais pu me confier pour faire les meilleures décisions.
Ouais. Voilà. Ce que tu essayes d'être aujourd'hui, finalement. Ce que j'essaye d'être aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis partout, et c'est pour ça que je pars autant. Le week-end dernier, j'étais au Paul Ricard, enfin j'étais en vacances, je suis rentré 2 jours plus tôt de vacances, j'ai laissé ma femme et mes enfants, j'étais au Paul Ricard, du Paul Ricard je suis parti à Navarra, donc j'essaie d'être là, c'est pas facile d'être là partout en même temps, mais j'essaie vraiment Ce que tu veux dire, c'est que tu ne veux pas être un manager qui est juste au bout du fil, tu veux être un manager qui est présent sur place. Bah, pour moi, si je veux faire le travail comme il faut, il n'y a pas le choix. Ouais. Après, si le jour où je ne peux pas être là, je fais autre chose. C'est clair. Avant-dernière question. Un souvenir marquant de mon enfance. Ouais, bah écoute, on va sortir complètement du sport moteur sur celle-là. Je pense que c'était quand j'étais petit, j'avais 7-8 ans, avant de commencer en kart. Désolé, je pars au dehors du Vas-y, sport non, moteur. mais ça peut être intéressant. Et où mon père, et je pense aussi c'est un rapport, mais où mon père, il nous avait fait, on avait un beau terrain, c'était une maison qu'il avait toute refaite lui-même, s'il est dans le bâtiment, il était dans le bâtiment. Et on avait une petite piste qu'il nous avait construite et où je passais des journées à rouler avec une petite PB 80 Yamaha. Et puis petite moto, quoi. Ouais, et puis on a eu un kart cross, et puis on a eu un petit quad, et à l'époque... Quand tu disais que pour un pilote, c'était bien d'avoir touché à tout, en fait, ton exemple, c'est un peu ça. Toi, tu as touché à des petites motos, des petits quads, des petits kart cross, enfin, plein de petits trucs. Oui, tout à fait. Et ça, pour moi, je me souviens de rentrer de l'école, poser ma mallette, courir dans le garage, mettre mon casque, mettre mes bottes de moto, démarrer la moto, et je roulais pendant des heures. Ma mère devait me tirer à la terre de la maison pour que j'arrête de rouler. Et je faisais des centaines et des centaines de tours. Et ça a été pendant plusieurs années. Mais ça reste des moments exceptionnels. Qui est quand même lié au sport moteur, évidemment. Et aujourd'hui, je fais aussi moto sur piste. Je roule avec une Suzuki GSX-R. Ah, tu roules toi encore? Donc le pilotage, aujourd'hui, tu le fais sur 2 roues? Je fais sur 2 roues. J'ai offert une course Porsche GT4 l'année passée en Danemark. Chaque fois que je peux, je le fais. Donc j'essaye... Elle reste là, la passion du pilotage. La passion, elle est là. 10 dernières questions, c'est assez marrant, mais tu vas voir, on revient sur un sujet dont on a déjà parlé. J'ai choisi de vivre au Danemark. C'est bizarre qu'elle vienne en dernière. Ouais, c'est marrant. Tu l'as caché, hein? Non, j'ai choisi de vivre c'est toi qui as choisi. Car. Pourquoi est-ce que tu as choisi de vivre au Danemark finalement? Parce que... Au début, ce n'était pas vraiment un choix de partir et de rester. C'était plutôt parce que ma femme, elle a sacrifié beaucoup. Elle est partie, elle est venue habiter avec moi en Angleterre, en Belgique. On a voyagé beaucoup, on a fait plusieurs endroits. Et puis je suis parti parce que c'était à mon tour de donner un peu. Et d'ailleurs, dès que j'ai été là-bas, j'ai travaillé. Je me souviens, je parle de trop, mais mon beau-père, première semaine, parce que j'avais déjà organisé avec lui de travailler, il m'a fait changer un moteur de Golf 4 la toute première semaine, je suis arrivé au Danemark. Et ton beau-père a un commerce de Il a un garage. Un garage, voilà. Ok. Et il me dit, tu sais, tu as fait la mécanique depuis plusieurs années? J'ai dit oui, parce que je faisais aussi un peu la mécanique en kart. Et il me dit, bah ok, moi je vais te faire changer un moteur. Donc j'ai commencé à travailler pour lui, etc. Et puis, mais j'ai choisi du Danemark après parce que la qualité de vie là-bas c'est exceptionnel. Et puis je me sentais bien. Et ma femme est de là-bas, elle a fait toutes ses études universitaires, elle a trouvé du travail là-bas. Et puis j'ai continué à faire mon activité de là-bas, parce que vu qu'on n'a pas vraiment besoin d'être à un endroit précis, vu qu'on voyage tout le temps. Et puis pour construire, après pour qu'elle puisse avoir ses parents, avoir la stabilité. Comme avoir des enfants, c'était plus facile là aussi d'avoir des grands-parents à côté, c'était le plan. Hein. Ouais. J'aime bien d'avoir des plans pour beaucoup de choses. C'était plus facile et ça nous a permis d'avoir une situation moins stressante. Bon, merci Benjamin. En tout cas, tu as des cartes contrôle, ça c'est sûr. Merci à toi. Il nous reste une dernière étape. Tu sais, c'est quoi après l'arrivée, après le drapeau damier? Après le drapeau damier, c'est le podium, hein, c'est la victoire. Entre les deux. C'est le tour de décélération. Ouais, tour d'honneur, on tour appelait ça à l'époque. Moi, j'aime beaucoup. Tour d'honneur, c'est le dernier morceau dans cette émission Carte Contrôle. Le principe de ce tour d'honneur, c'est assez simplement en fait des petites questions, tu réponds du tac au tac et ça permet encore de te connaître un tout petit peu plus. C'est difficile pour toi? Non, mais il faut que je sois plus rapide que tout à l'heure. Tu t'adresses? Ouais. Non, pas forcément. En position d'attaque. Alors, bon, il y en a quelques-unes. L'idole de ta jeunesse? Michael Schumacher. La qualité humaine essentielle pour être ton ami? Être honnête. Faut-il plus de talent ou de travail dans la vie? Travail, pardon. As-tu des talents cachés? On en avait déjà parlé. Non, oui, non. Non. Je suis ouvert, moi, je suis une personne ouverte. Hein. Ce que tu ne peux pas supporter?
le manque de discipline, d'éducation. Un titre musical ou un artiste, peu importe, qui te motive? Moi, j'en ai beaucoup, j'ai pas spécial, donc passe. Ta voiture de route préférée? Voiture, c'est compliqué. Si je devrais choisir aujourd'hui une voiture, une Audi RS6. Si tu as l'occasion de faire un dîner avec une personnalité, tu choisis qui? Gordon Ramsay. T'imagines? J'aime bien Gordon Ramsay. Tes 3 plus grandes qualités? Mes 3 plus grandes qualités, je pense que je suis honnête. Je suis professionnel, méticuleux et très ouvert aux gens à qui je fais confiance et que j'aime. Qu'emporterais-tu avec toi sur une île déserte? Je parle pas du Danemark. Ouais. Des rouleaux de tape américains, parce qu'on sait tout faire avec ça. Un pilote que tu rêverais de manager? Est-ce que tu as déjà cherché un pilote, par exemple? Non, j'ai jamais cherché. C'est toujours des pilotes qui m'ont appelé. Donc, c'est une situation assez de luxe, je vais dire, luxueuse. Mais Il y en a un que tu te dis, celui-là, j'aimerais vraiment bien un jour m'en occuper. on parle de jeunes pilotes ou de... Peu importe. J'aimerais bien gérer... Ouais, Max Verstappen, c'est trop tard, mais je peux rien lui apporter. Non, écoute, pour le moment, non, je dois passer. Et puis, dernière question, ta plus grande fierté finalement dans la vie? Ma plus grande fierté, c'est ma famille. Merci Benjamin. Merci beaucoup Benjamin Bailly d'avoir été avec nous. Un parcours extraordinaire une fois encore. Ex-pilote qui a dû renoncer à sa carrière, devenu manager, qui vit au Danemark. C'était vraiment un entretien très très intéressant. Merci Benjamin d'avoir partagé tout ça, toute cette expérience avec nous. Si vous avez aimé, vous savez ce que vous faites, évidemment. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez à notre chaîne Tom Corner et à ces émissions Carte Contrôle. On espère vous les faire vivre, que ce soit sur la chaîne YouTube évidemment ou en podcast. Une fois encore, merci à tous les partenaires aussi qui nous soutiennent. Merci Benjamin d'avoir été là. Et puis je vous dis certainement à très bientôt pour un autre numéro. Bye bye.